Dans ce journal, le président du Faso à Paris pour une visite de travail est reçu à l'Élysée par son homologue français. Un déjeuner de travail dont nous aurons la substance dans quelques instants. Également dans cette édition, les principaux dossiers examinés à l'hebdomadaire réunion de l'exécutif burkinabé, la situation de la pandémie du Covid-19 largement évoquée en Conseil des ministres. Nous aurons le résumé dans une poignée de minutes. Et puis, aux États-Unis, c'est un procès en destitution de Donald Trump. La question est tranchée par un vote à la majorité simple. La séance de débat juridique à suivre en fin d'édition. Bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso reçu à l'Élysée ce mercredi pour un déjeuner en tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron, un déjeuner de travail sur les sujets d'intérêt commun. Au-delà de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État échangent leur point de vue sur la situation sécuritaire dans le Sahel. L'entrevue de haut niveau intervient à quelques jours du sommet du G5 Sahel à N'Djamena et permet au Burkina Faso et à la France d'harmoniser les positions et de renouveler les engagements pris au sommet de Pau il y a un an. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et la sécurité dans le Sahel et la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne passée en revue à Bruxelles, ce sont des nouveaux engagements pour un nouveau cycle. Le président du Faso dans la capitale de l'Europe a eu une série de visites au Parlement et au Conseil européen où il rencontre plusieurs personnalités politiques. Voici ce qu'il faille retenir de ce dernier jour du séjour de Rochma Christian Kaboré en Belgique avec notre envoyé spécial Vincent Kiendrebego. Au siège du Parlement européen ce mardi, le drapeau du Burkina Faso a flotté aux côtés des couleurs de l'Union européenne. Ici, Rochma Christian Kaboré s'entretient avec David Sassoli, président de ce Parlement. Après une signature du livre d'or pour marquer le passage du chef de l'État burkinabé, les discussions se déroulent à huis clos et entre délégations restreintes, Covid-19 oblige. À Bruxelles, le président du Faso a en effet fait le tour des institutions européennes. Rochma Christian Kaboré se rend également au Conseil européen où il a eu une séance de travail avec le président de ce conseil, Charles Michel. Au palais de Bar-Lémont, le président Kaboré est reçu par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Autant pour la commissaire en charge des partenariats internationaux. Pour le ministre des Affaires étrangères, en rendant visite à l'Union européenne, le Burkina Faso va à la rencontre d'un de ses partenaires de premier plan. Je peux même dire que c'est notre premier partenaire en termes de dons, je veux dire au niveau multilatéral. Et il était important que les rencontres qui se font régulièrement chaque année, cette année 2020, on a été handicapé par le Covid, et cette année, il y avait cette opportunité-là, et le président du Faso a saisi l'opportunité de pouvoir faire ces échanges-là. Voilà, ici, on a une rencontre de priorité, du côté du président du Faso, en attendant donc qu'on puisse élaborer le nouveau référentiel de développement économique, priorité du côté de l'Union européenne. Donc on est tout à fait à l'aise pour pouvoir travailler pour les 7 prochaines années. Bien entendu, d'abord pour les 5 années concernant donc le mandat du président. La question de sécurité reste le point majeur de l'ensemble des discussions. Et ces concertations ont lieu en prélude au sommet du G5 Sahel, prévu le 15 février prochain à N'Djamena. L'Europe, c'est un partenaire très important, l'un des premiers partenaires du Burkina, des premiers partenaires multilatéraux, avec des engagements très forts dans le domaine de la sécurité. Vous savez bien tout ce qui est fait dans le cadre du G5 Sahel. Et c'est très important qu'il y ait des discussions au plus haut niveau avant donc le sommet de N'Djamena. La même question de sécurité va être évoquée ce mercredi à Paris, où Rochma Christian Kaboré doit s'entretenir avec le président de la République française, Emmanuel Macron. De Bruxelles, le président du Faso a rallié la capitale française ce mardi soir.
Retour au Burkina Faso, l'exécutif s'est réuni ce jour autour du chef du gouvernement pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Parmi les dossiers examinés, des demandes d'agrément pour la nomination d'ambassadeur au Burkina, le point est également fait de la situation de la pandémie du Covid-19. Un résumé de la réunion avec Paul-David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. À ce Conseil des ministres, les membres de l'exécutif se sont penchés sur 7 rapports relatifs à des demandes d'agrément pour la nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires au Burkina Faso. Par ces demandes, le gouvernement des pays amis se propose de nommer des ambassadeurs auprès de notre pays, soit avec résidence à Ouagadougou, soit avec résidence dans un État tiers, dans un pays tiers, comme il est de coutume. Donc, ainsi, le Conseil des ministres a agréé la nomination de 7 ambassadeurs des pays amis et frères auprès du Burkina Faso. Il s'agit donc de la Roumanie, des royaumes d'Arabie Saoudite et de Norvège, de la République de Corée, de la Turquie, du Mexique et de l'Angola. Aussi apprend-on de ce Conseil des ministres que le président malien de la transition effectuera une visite d'amitié et de travail le 13 février prochain à Ouagadougou. Comme à chaque Conseil des ministres, le point a été fait sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso. Et nous avons été heureux de constater en tout cas une tendance baissière et puis une stabilisation des cas sévères. Donc le Conseil a encouragé le ministre de la Santé à poursuivre ses efforts dans la promotion du respect des gestes barrières et à se déployer d'ailleurs en vue de l'encadrement des organisateurs de rencontres ou d'événements. Et je pense que nous avons tous été heureux de constater que de plus en plus le ministère de la Santé est sur le terrain pour encadrer les populations dans la promotion des gestes barrières. Interrogé sur le préavis de grève de l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, le porte-parole du gouvernement, affirme que le dialogue est maintenu pour un bon port. Nous avons suivi en début janvier dernier le lancement de la campagne de chirurgie à cœur ouvert de la chaîne de l'espoir au centre hospitalier universitaire de Tengango, c'est à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous assistons à la sortie de 4 jeunes patients opérés et complètement rétablis. Pour une première, c'est un coup de maître de réussir par le Burkina Faso selon les spécialistes et les premiers responsables du département de la santé. La sortie des premiers patients avec Salifou Benem et Aimé Solange et Digima. Je m'appelle Kafando Nicole, je suis la maman de... Le sourire se cache sous le masque, mais son visage rayonne de joie et cela est perceptible. C'est du moins l'état d'esprit de Carole Kafando qui remercie le personnel soignant pour les soins apportés lors de l'opération du cœur de son fils Isaac. Isaac qui accueille ici avec le sourire le ministre de la Santé venu apporter son soutien et partager leur joie. Ils sont au total 5 à avoir bénéficié de cette chirurgie à cœur ouvert au Burkina qui s'est déroulée au CHU de Tengango du 9 au 16 janvier dernier. Pour une première, disons que c'est une réussite parce que déjà on a pu bien opérer les 5, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc il y a 4 qui sortent de l'hôpital ce jour que vous avez vu. Donc le 5e est toujours en réanimation et nous espérons qu'il va bientôt gagner l'unité d'hospitalisation avant qu'on envisage une sortie. Donc les 4 qui sortent sont complètement rétablis. On a fait des échographies de contrôle hier et tous les paramètres du cœur sont normaux. Donc ils peuvent regagner tranquillement leur domicile. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous et nous avons pu démontrer qu'avec une coopération nord-sud et avec des ressources humaines nationales, nous pouvons faire de la chirurgie d'excellence, en l'occurrence la chirurgie cardiaque. Donc je saisis l'occasion pour dire merci à nos partenaires que sont la chaîne de l'espoir, Safe Earth et Migo Tigo, qui sont 3 ONG qui ont mutualisé leurs forces pour faire un partenariat avec le CHU de Tengango et les acteurs pour que ces enfants puissent retrouver la santé. L'objectif de cette mission chirurgicale est la mise en place d'une unité de chirurgie cardiaque au CHU de Tengango en vue d'en faire un pôle d'excellence dans la sous-région. Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater la sortie de 4 patients sur 5 opérés et également très heureux de voir la mobilisation notamment de Monsieur le ministre de la Santé, qui nous a apporté son soutien
et qui nous a assuré du soutien du ministère de la Santé pour les missions à venir. Il y aura encore deux à trois campagnes, puisque ces campagnes sont également saisies pour faire un transfert de compétences. Le transfert de compétences se fait et à l'avenir, nos équipes seront autonomes pour réaliser en routine la chirurgie cardiaque au profit des personnes qui en ont besoin. Le 6e patient sera opéré dans les prochaines campagnes chirurgicales, des campagnes qui à terme permettront de prendre en charge sur place des enfants et des adultes souffrant de malformations congénitales à type de communication intra-auriculaire et de cardiopathie acquise de la valve mitrale. 5 patients donc opérés, 4 complètement rétablis qui sortent ce jour, le 5e bientôt. Voici une opération qui a été applaudie par tous. Voici la République populaire de Chine, également fidèle à ses engagements pour le Burkina Faso pour apporter sa contribution à aider à lutter contre la pandémie du coronavirus, donne sa énième contribution des kits de dépistage d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, et cela après les 46 respirateurs remis il y a quelques mois, le don en présence de Nong Bakuda et Maïmouna Traoré. La République populaire de Chine offre au Burkina Faso des équipements de protection et de dépistage du Covid-19. Au total, 20 000 kits de réactifs de dépistage et 500 000 masques d'une valeur d'environ 250 millions de francs CFA. Nous saluons à sa juste valeur ce don qui va permettre d'augmenter notre capacité de riposte contre la maladie, en dotant donc au personnel soignant ou aux différentes structures des équipements de protection, en l'occurrence des masques, et aussi augmenter la capacité donc de diagnostic en mettant à leur disposition des kits de réactifs que nous avons reçus ce soir. La République populaire de Chine soutient le Burkina Faso depuis la déclaration des premiers cas. Elle a en projet le renforcement des compétences des agents de santé. On a déjà vu une identification des jumelles hôpital entre un hôpital très très fort de la Chine et l'hôpital de Tangotogo dans la lutte contre la pandémie, avec la présence, avec les échanges réguliers des techniques, avec des formations régulières, surtout des agents de la santé, pour renforcer encore une fois la capacité de la lutte contre la pandémie. Un partenariat qui traduit l'engagement de la République populaire de Chine aux côtés du Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre la maladie à coronavirus. Expression de l'amélioration de la santé pour tous sur la demande de l'association Lumière des Hommes. Le Moronaba Baogo vient d'offrir une ambulance à la commune rurale de Komtuega. Le véhicule remis par l'Olarle Nabatigré au centre médical EFATA, c'est à peine si les populations cachent leur joie pour ce geste qui va sauver de nombreuses vies. Témoins de l'événement urbain, Benito Somé et Amadou Marcelto. Des pas de danse en guise de remerciement. Les populations de la commune de Komtuega dans la région du centre-est accueillent ainsi leur nouvelle ambulance. Une promesse de Sa Majesté le Moronaba Bango réalisée par le Larle Naba. Dans pas mal de domaines, le Moronaba, en tout cas la concorde sociale, le Moronaba apporte sa contribution. Et je suis fier que m'ait instruit de trouver une ambulance au centre médical EFATA à Komtuega, dont le président est M. Martin Bansé. On a pu le trouver en moins d'un mois. C'est un symbole très fort. C'est la ville qui abrite la tombe de Nabazungrana, qui est l'ancêtre premier du Moronaba et qui est le père du roi de Tinkodougou, qui est vraiment le fondateur du royaume Moussi. Donc vraiment, moi en tant que ministre du roi, je ne peux qu'être honoré et vraiment très fier d'avoir eu vraiment cette instruction du Moronaba, parce que le Moronaba, s'il est suivi, on est tenu de faire ce qu'il souhaite. Au-delà de la symbolique, ce don vient renforcer les capacités opérationnelles du centre médical EFATA, mais aussi l'offre de santé promue par le gouvernement burkinabé. Je suis le plus heureux car j'ai réservé ma première sortie régionale pour accueillir cette ambulance dans ce centre médical EFATA, qui est une œuvre du secteur privé. Ainsi, on pourra facilement transférer les malades
de ce centre médical vers les structures beaucoup plus évoluées pour une meilleure prise en charge. Donc c'est un grand jour pour mon département de recevoir cette ambulance. Et je saisis donc l'opportunité pour remercier le grand donateur qui est Sa Majesté le Moro Naba Bango et avec son Excellence Monsieur Lalé Naba Tigré qui a fait le déplacement de Komtuega avec moi pour nous remettre cette ambulance. Fini donc les difficultés liées aux évacuations des malades dans la localité. Et ce geste, lui Lalé Naba porte à 22 le nombre d'ambulances qu'il a offert depuis 2018. Un pas de plus pour son projet 45 ambulances pour le Burkina Faso. Et pour l'accès à l'éducation dans les zones à grand défi sécuritaire, une approche de résilience dans le système éducatif dans le centre-nord vient d'être lancée. Burkina Faso, accès à la scolarisation pour les enfants est piloté par Plan International Burkina et financé par l'Agence française de développement à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet base présenté à Ouagadougou, nous le découvrons avec Roger Kam et Hahadi Sandamba. C'est une signature de convention qui vient améliorer la scolarisation des filles et garçons en situation d'urgence. Porté par le projet base, à entendre par là, Burkina Faso, accès à la scolarisation pour les enfants, ce sont plus de 32 000 enfants âgés de 6 à 15 ans de 85 écoles qui sont concernées. C'est vraiment un projet qui cible des écoles qui sont dans un contexte que nous connaissons tous d'insécurité, avec des déplacés internes nombreux et qui se retrouvent avec des populations qui étaient là. Et vous savez que dans ce contexte, les écoles existantes ne sont pas souvent suffisantes pour permettre de donner l'éducation de bonne qualité à tous les enfants. Donc créer des environnements favorables et puis le développement donc, de l'initiative d'écoles résilientes qu'on appelle Safe School, école donc protectrice des enfants et un appui psychosocial. Donc c'est un ensemble d'activités comme ça qui vont être mises en œuvre donc, par Plan International qui a été sélectionné. Promouvoir une éducation de qualité avec la réintégration des filles et garçons non scolarisés et déscolarisés dans les régions les plus touchées par l'insécurité, tel est le défi à relever par le projet. C'est accompagner les efforts de l'État pour trouver des solutions, apporter des réponses à ce déficit aussi d'éducation, puisque ce n'est pas seulement un déficit sécuritaire, ça entraîne des conséquences graves, notamment en termes éducatifs, et donc il faut trouver les moyens de rescolariser ces enfants, ou de scolariser quelquefois même les enfants, notamment les filles, qui sont souvent les premières victimes de ces crises sécuritaires, de ces déplacements de population. Avec une durée d'exécution de 3 ans, le projet base a un coût de réalisation d'environ 2 milliards de francs CFA. Il couvre uniquement 6 communes dans la région du centre-nord, à savoir Barsalgo, Borum, Bouzanga, Kaya, Kongoussi et Pisila. Et puis dans la série de reportages que nous avons entamé depuis le début de cette semaine sur les préparatifs du centenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception, nous vous proposons ce soir un aperçu sur leur engagement dans l'éducation. Dans de nombreuses villes, elles sont promotrices de groupes scolaires, des établissements réputés pour leur rigueur dans l'encadrement des enfants. Nongba Kouda et Viviane Tiendrebego nous en parlent. C'est une conviction qui est affichée ici. L'avenir se prépare maintenant et les sœurs s'y investissent de tout cœur. Elles travaillent à l'éveil et à l'éducation des enfants. Ici, le recrutement pour le préscolaire se fait d'une façon originale. Le tirage se fait devant les parents d'élèves et les enfants y participent et c'est les enfants même qui font le tirage. Et si votre enfant a la chance, il a le droit de s'inscrire à Maria. Donc ce qui fait que vous trouvez un peu toutes les couches sociales au niveau de cette école. Ce qui caractérise ces établissements, c'est leur règlement intérieur et il a évolué au fil du temps. Il est interdit d'apporter des téléphones portables à l'école. Nous savons que les enfants amènent clandestinement, mais dès que nous prenons connaissance de l'existence du portable, nous récupérons. Je voudrais que les parents comprennent toutes les règles que nous avons prises. Même si c'est rigoureux, c'est dans le sens du bien de leur enfant. J'ai remarqué qu'ici, il y a la discipline. La discipline est de rigueur. Dans leur volonté d'instruire et d'éduquer, les religieuses rencontrent certaines difficultés.
Il y en a même à la fin du trimestre qui ne viennent même pas chercher le bulletin. À la fin de l'année, ils ne viennent pas chercher le bulletin. Ils ne savent même pas si les enfants passent sur le double ou bien s'ils sont exclus. Donc nous déplorons quand même qu'il y ait certains parents qui démissionnent de leur rôle de parents. Elle communique régulièrement, que ce soit avec le bureau des parents d'élèves, que ce soit avec les parents directement. Franchement, c'est une collaboration que je dirais assez saine, une très bonne collaboration, beaucoup d'échanges, elles sont quand même ouvertes. C'est des choses beaucoup que les parents apprécient. Dans ces établissements, la promotion de l'excellence se fait chaque jour. Le tableau des meilleurs de chaque classe, bien en vue, est un stimulant et chacun des élèves donne le meilleur de lui-même en espérant voir sa photo y figurer un jour. Et la prochaine campagne agricole se prépare dès maintenant. Voici cette bonne nouvelle pour les producteurs dans la région des Hauts-Bassins qui devraient bénéficier davantage de financement pour leurs activités. Le projet promotion de financement agricole piloté par la coopération allemande s'apprête à déposer ses bagages dans la région, mais avant, l'on trace les sillons pour sa mise en œuvre à travers ce cadre de réflexion ouverte à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traoré pour les précisions. Profina, le projet de promotion du financement agricole, c'est le nouvel outil qui pourrait permettre au secteur agricole de se développer davantage. Profina fait la promotion du financement pour les entreprises agricoles basées dans les zones rurales. Notre projet vise à fermer la fossé entre la côté des mondes, ça veut dire les entrepreneurs agricoles, les producteurs, transformateurs, exportateurs, tout dans la chaîne de valeur des 4 chaînes de valeur d'abord. C'est le sésame, c'est les légumes, le riz et le manioc. Mais nous sommes ouverts aussi pour les autres filières. Et l'atelier de ce matin permettra de faire les derniers réglages afin de lancer officiellement le projet. Toute chose qui permettra de promouvoir les économies locales à travers la création d'emplois. Nos attentes, c'est, comme je l'ai dit, que ça puisse concerner les vrais acteurs d'abord, que sont les petits producteurs notamment, et que justement, voilà, tous les maillons donc, de notre agriculture, notamment le maillon production, le maillon transformation, le maillon commercialisation, tous ces maillons-là notamment, soient pris en compte pour que de manière intégrée, ce projet puisse avoir une valeur ajoutée soutenable pour notre agriculture et pour notre économie. Le projet de promotion du financement agricole est soutenu par la coopération allemande et piloté par la GIZ. Il intervient dans la Boucle du Moun, le Sud-Ouest, les Cascades et les Hauts-Bassins. Et c'est pour relever le défi de la mécanisation agricole dans les Hauts-Bassins que le Conseil régional octroie des tracteurs aux producteurs. Une quinzaine de machines agricoles d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA qui devraient permettre d'accroître les productions dans la zone. Images et commentaires de la remise des tracteurs avec Mané Karien et Karim Sissi. 14 tracteurs de 50 chevaux composés d'un équipement de 14 charrues, de 14 pulvérisateurs à 16 disques et de 14 remorques à 2 roues. C'est le lot de matériel agricole officiellement remis à 14 coopératives d'utilisation de matériel agricole CUMA. Le geste est du Conseil régional des Hauts-Bassins en partenariat avec le projet national de développement rural productif. Un geste qui, selon les donateurs, vise à améliorer la productivité et à construire une agriculture moderne, compétitive et durable. Ce sont des tracteurs de 8 millions par là. Nous les achetons à la Sonaterre et on appelle les groupements de se constituer par commune. Nous leur donnons le tracteur en leur disant bon, vous avez 4 ans avec un différé d'1 an et puis vous remboursez ça petit à la région. Pour les bénéficiaires, l'acquisition de ces tracteurs va permettre non seulement de réduire leur peine, mais également de booster leur production agricole. Nous sommes très contents. On cultivait avec des tabacs. Si Koussibé a négocié le président
Pour nous offrir ce matériel, on est ravis. La famine est ainsi finie. Avec la Daba, on ne pouvait pas cultiver un demi-hectare en une journée. Si désormais, tu pourras cultiver 5 hectares par jour, c'est vraiment formidable. Ce lot de tracteurs vient compléter à 33 le nombre de tracteurs remis aux coopératives d'utilisation de matériel agricole de la région des Hauts-Bassins depuis 2018. Chaque commune de la région a au moins reçu un tracteur. En culture, l'humoriste Moussa Petit-Sergent annonce un spectacle pour le samedi 13 février prochain. Un avant-goût est proposé à la presse hier à Ouagadougou, des promesses de fou rire, nous confie Amadou Ilboudo et Hahadi Sandamba. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Karpala. C'est à cause des voisins bizarres, selon l'humoriste. La suite de l'histoire, vous l'aurez le samedi prochain au Sénaza. C'est la principale information donnée aux hommes et femmes de médias par Moussa Petit-Sergent et son staff à cette conférence de presse. Les voisins bizarres, un spectacle d'humour tiré de son vécu de cours commune. Avec ma mère, nous avons vécu dans 9 cours communes à Ouagadougou. Donc dès mon bas âge, j'ai pataugé dans cet environnement-là. J'ai vu des situations, énormément de situations. Et nous sommes tous voisins de quelqu'un. Que ce soit dans le malheur ou dans la joie, dans l'allégresse et tout, ce sont nos voisins qui sont nos premiers parents quand on a des problèmes. C'est aussi rendre hommage à tout un chacun par rapport à sa situation de voisin. Voilà. Mais il faut aussi reconnaître que souvent on a des voisins bizarres. Voilà. Donc ce spectacle mettra un point d'honneur sur les voisins bizarres. Donc nous sommes aussi quelque part le voisin bizarre de quelqu'un d'autre. Les voisins bizarres, un spectacle d'1h30 que Moussa Petit-Sergent a mis 7 mois pour écrire pendant son confinement à Bruxelles. Et pour la mise en œuvre, l'artiste est accompagné sur scène par 4 musiciens et d'autres humoristes de Burkina et de Belgique. On n'accepte pas les faux billets. Vous n'avez pas eu la crainte de l'Éternel. Vous avez pris un faux billet pour donner au Seigneur. Le Seigneur rend à chacun selon son œuvre. Mais pas ma passion n'est pas. Et puis en sport, l'athlète burkinabé champion mondial du triple saut, a encore battu un record en France. Hugues Fabrice Zango a réalisé une performance de 17,82 mètres au meeting de Haut-France ce mardi. Suivons l'ambiance. Allez, 600 mètres. Hugues Fabrice Zango, la course. Ouais, cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, c'est un saut digne d'un recordman du monde, même s'il n'est pas complètement satisfait. Au moins. Hors de chez nous, les sénateurs américains d'accord pour juger en destitution Donald Trump. Suivons la première journée d'audience à ce débat juridique. C'est une première historique aux États-Unis. Oui, il est bel et bien possible de juger en destitution un ancien président. Ce mardi, le Sénat a tranché par un vote en ce sens. En plus des 50 sénateurs démocrates, 6 républicains ont estimé que le procès pouvait se poursuivre contre Donald Trump. Pour les avocats de l'ancien président, cette décision est absurde et anticonstitutionnelle. Étant redevenu simple citoyen selon eux, il ne peut pas être démis de ses fonctions. À l'aide d'une vidéo retraçant les violences du 6 janvier dernier, du discours de Donald Trump appelant ses milliers de partisans à se battre comme des diables, aux images des manifestants pro-Trump entrant de force au Capitole le jour de la certification de la victoire de Joe Biden, les procureurs démocrates ont tenu à remettre en mémoire des 100 sénateurs, mais aussi des Américains, la violence de cette journée qui s'est soldée par des morts. Ma fille m'a dit « Papa, je ne veux jamais revenir au Capitole. » I don't want to come back to the Capitol. De toutes les choses terribles et brutales que j'ai vues et entendues ce jour-là, c'est ce qui m'a le plus marqué. And since then, that one hit me the hardest.
Jamie Raskin et sa fille avaient dû se cacher des émeutiers le 6 janvier dernier. Pour les avocats de Donald Trump, les accusations d'incitation à l'insurrection viseraient à écarter l'ancien président de la vie politique. Nous sommes ici parce que la majorité de la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump comme un rival politique à l'avenir. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. S'il venait à être reconnu coupable, Donald Trump pourrait in fine être condamné à l'inéligibilité, mais son procès ne fait que commencer et il a de fortes chances d'être acquitté. La Constitution exige en effet une majorité des 2/3 des sénateurs pour qu'il soit reconnu coupable. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la lecture complète du compte-rendu du Conseil des ministres.